Bonjour et bienvenue au Régional, votre émission d'information locale de la vallée du Richelieu. Cette semaine, à l'émission. Amélie Gilbert, coordonnatrice Cellule Éclair. Amélie Gilbert nous présente des mesures concrètes pour contrer les féminicides. Alexandre Michel, organisateur du festival Opelide d'Otterburn Park. Frédéric Thériault, vice-président le réseau des fermiers et fermières de famille. Nathalie Barrette, directrice générale du Centre d'écoute Montérégie. Élisabeth Gosselin, coordonnatrice commercialisation de la destination tourisme Montérégie. Et finalement, Rebecca Levac-Cormier, directrice de la Maison des jeunes de Chambly. Je m'appelle Eve-Maude White-Ulysse et je serai votre animatrice pour cette édition du Régional. Bonne émission! Commençons l'émission avec nos actualités de la semaine. À Belleuil, la population est invitée à imaginer les parcs de demain. La Ville de Belleuil tiendra le 10 juin prochain une soirée d'ateliers participatifs dans le cadre de l'élaboration de son nouveau plan directeur des parcs. Les citoyens pourront prendre connaissance des résultats d'un questionnaire réalisé ce printemps et échanger sur les besoins prioritaires pour les 10 prochaines années. Les discussions porteront notamment sur l'accessibilité universelle, les équipements sportifs et récréatifs, la résilience au changement climatique, ainsi qu'à l'accès à la rivière Richelieu. Les commentaires recueillis contribueront à définir la vision 2036 des parcs et espaces verts de la municipalité. Les personnes intéressées doivent s'inscrire avant le 7 juin. Toujours à Belleuil, un nouveau centre de retour de contenants consignés ouvre ses portes. Dans le cadre de la modernisation du système de consigne au Québec, un nouveau point de service consignation est désormais accessible sur la rue Serge-Pépin à Belleuil. Le centre permet aux citoyens de retourner leurs contenants à l'unité grâce à des récupératrices automatisées ou encore d'utiliser un service de retour express avec sacs non triés. L'objectif est d'accroître l'efficacité de la récupération des contenants consignés alors que la province vise au taux de récupération de 90 % d'ici 2032. Rappelons que depuis l'an dernier, les bouteilles de plastique et de bouteilles prêtes à boire font également partie du système de consigne. À Mont-Saint-Hilaire maintenant, les citoyens sont invités à bouger tout l'été au Parc des Mers. La Ville lance une nouvelle édition de sa programmation estivale « On bouge au parc » qui proposera gratuitement des séances de yoga et de zumba en plein air. Les cours de yoga seront offerts les mardis du 30 juin au 18 août, tandis que les séances de zumba auront lieu les jeudis du 9 juillet au 27 août. L'initiative vise à favoriser la santé et le bien-être et les saines habitudes de vie tout en profitant du cadre naturel du Parc des Mers. Les activités sont ouvertes à tous les niveaux et ne nécessitent qu'une tenue confortable et l'envie de bouger. Direction maintenant Saint-Antoine-sur-Richelieu, où le festival Chants de Vielle prépare son grand retour. Du 3 au 5 juillet, l'événement accueillera près de 80 artistes provenant du Québec, de l'Acadie, du Mexique, des Appalaches et de différentes régions de la France. Parmi les têtes d'affiche figurent notamment Edith Butler, Le Vent du Nord et Vichten. Cette 22e édition proposera aussi une toute nouvelle scène participative, des ateliers de danse, des activités familiales et plusieurs expériences immersives. Les organisateurs souhaitent offrir un lieu de rencontre entre les cultures et les traditions musicales du monde entier, tout en mettant en valeur le patrimoine vivant québécois. À Saint-Basile-le-Grand, la bibliothèque Roland Leblanc transformera les jeunes en détectives cet été. Le Biblioclub 2026 invitera les jeunes de 1 à 17 ans à plonger dans l'univers des enquêtes, des mystères et des énigmes. Le lancement officiel aura lieu le 13 juin avec une journée d'activités comprenant un photomaton, des jeux d'animation et même la visite d'une autopatrouille policière. Tout au long de l'été, la programmation comprendra des ateliers de criminalistique, des jeux d'évasion, des expériences scientifiques et diverses activités interactives conçues pour stimuler l'imagination et le goût de la lecture des jeunes participants. Du côté de Carignan, les citoyens sont invités à façonner leur ville grâce au budget participatif.
La municipalité lance officiellement l'édition 2027 de son budget participatif et réserve une enveloppe de 100 000 $ à la réalisation d'un projet proposé par la population. Les citoyens ont jusqu'au 17 juillet pour soumettre leurs idées, touchant notamment les loisirs, les espaces publics, l'environnement, la culture ou la qualité de vie. Les projets retenus seront ensuite soumis au vote populaire à l'automne. L'an dernier, les citoyens avaient choisi le projet Bain de nature qui prévoit l'aménagement d'espaces et de détente dans le secteur de l'ancienne piste cyclable Parchemin. En terminant, la CNESST lance une nouvelle campagne d'information sur les normes du travail. Pendant tout le mois de juin, l'organisme mènera une campagne de sensibilisation afin de mieux faire connaître les droits et les obligations en milieu du travail. Les messages porteront notamment sur la rémunération du temps travaillé avant ou après un corps de travail, les heures supplémentaires, ainsi que la prévention du harcèlement psychologique ou sexuel. La CNESST rappelle que tout temps exigé par l'employeur doit être rémunéré et que les travailleurs ont droit à un milieu de travail exempt de harcèlement. L'objectif est de mieux informer les quelques 2,2 millions de salariés et les 230 000 employeurs visés par la loi sur les normes du travail au Québec. Voilà, c'était votre tour de l'actualité de la Vallée du Richelieu. En mai dernier, les enjeux liés aux violences intrafamiliales ont été remis à l'avant-plan dans le cadre de la Semaine des victimes et des survivants d'actes criminels. Chaque homicide familial en est un de trop, mais heureusement, il y a des gens qui travaillent très fort pour améliorer la situation. C'est le cas de notre invitée Amélie Gilbert, coordonnatrice de la Cellule Éclair. Madame Gilbert, bonjour. Bonjour. C'est quoi ça, Cellule Éclair, puis qu'est-ce qui a été la source de la mise en place du projet? Alors, la Cellule Éclair, c'est une cellule d'intervention rapide en prévention des homicides intrafamiliaux. Chaque région du Québec a une cellule d'intervention rapide. Donc, en Montérégie, Est et Centre, c'est la cellule Éclair. Et qu'est-ce que c'est concrètement? C'est un mécanisme de concertation qui s'enclenche dès qu'un intervenant sur le terrain identifie un risque d'homicide intrafamilial. Alors, c'est une concertation. Donc, on se regroupe plusieurs partenaires ensemble le plus rapidement possible. Et l'objectif, en fait, évidemment, c'est de prévenir l'homicide. Et comment on fait ça? C'est en dressant le meilleur filet de sécurité possible autour de toutes les personnes, autant la femme, les enfants, et aussi offrir de l'aide, donc tendre la main à l'auteur de violence pour également, justement, prévenir l'homicide. Vous parlez d'acteurs dans le milieu, autant dans les ressources communautaires que dans les services sociaux, mais est-ce qu'il y a encore trop de gestes qui sont banalisés, qui fait que ça ralentit le processus dans la prévention des homicides intrafamiliales? Bien, oui, en fait, c'est ce qu'on observe. Donc, le but de notre projet, la capsule vidéo qu'on a lancée dans le cadre là, de la semaine, le 14 mai, c'est ce qu'on a observé, en fait, et c'est le message qu'on voulait lancer à toute la communauté, en fait, c'est que justement, tout geste de violence ou de changement chez un homme... Ça, c'est pas juste des coups au visage? Non, pas du tout, justement. On a tendance à penser que, quand il y a de la violence physique, mais des fois, il n'y en a pas eu de violence physique. Donc, il y a des signes beaucoup plus subtils. On peut parler de harcèlement, de surveillance active. La géolocalisation, c'est vraiment un fléau. Donc, vraiment, les femmes sont traquées, sont espionnées. Alors ça, c'est à ne pas banaliser. Est-ce que les femmes peuvent vérifier ça s'ils sont géolocalisés? Oui, en fait, l'auteur de violence va souvent manifester le fait qu'il la suit, qu'il la traque également. Donc, il va prendre des photos, il va lancer des commentaires, justement pour signifier à la victime qu'elle est suivie, qu'elle est traquée. Alors ça, c'est pas à banaliser, justement. On cherche à agir dans ces moments-là et d'autant plus quand c'est accompagné de menaces de mort, menaces suicidaires également. Donc, quand il y a de la violence conjugale, c'est peut-être plus subtil, on voit peut-être mieux venir, mais les menaces suicidaires sont également à porter attention et c'est important d'intervenir à ce moment-là auprès de l'homme qui a de la difficulté à vivre cette rupture amoureuse-là. C'est pas tant dans l'accès à l'information, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont impliqués. C'est-tu plutôt la transmission de l'information qui est difficile entre les différents acteurs qui sont autour de la personne qui est victime de violences conjugales? Ça a été ça beaucoup. Donc, pourquoi les cellules d'intervention rapide? C'est justement le rapport Rebâtir la confiance qui a été publié par le gouvernement du Québec il y a quelques années de ça. Et une des mesures clés à la prévention, ça a été justement de dire aux organisations
du milieu communautaire et du milieu judiciaire, il faut que vous vous parliez. C'est super important. Il faut échanger de l'information dans ces circonstances-là afin de prévenir le drame. Donc, cette concertation-là entre les différents partenaires, bien, ça peut faire la différence parce qu'on met en commun l'information qu'on a et c'est là aussi qu'on peut agir activement, proactivement, le plus rapidement possible. Ce qui peut faire en sorte, je donne un exemple, c'est qu'au lieu que monsieur appelle, au lieu d'être sur une liste d'attente, ben ça va faire en sorte que non, cette personne-là va être vue le plus rapidement possible parce qu'on sait qu'elle est en détresse et que c'est important de lui offrir l'aide immédiate dont elle a besoin pour prévenir le geste. Parce que la plupart des féminicides représentent 75 des homicides conjugaux, puis en très forte majorité, la femme est assassinée par un conjoint de sexe masculin. Est-ce que c'est l'absence de service pour ces hommes-là qui sont en détresse ou c'est encore que les hommes y vont très rarement par eux-mêmes? Les hommes vont encore trop peu vers les ressources, malheureusement. C'est par manque de connaissance, encore de ces ressources-là. Je donne, par exemple, Entraide pour hommes, ici sur le territoire, ça fait 30 ans qu'ils sont là. 30 ans? Ça fait longtemps. Ça fait quand même quelques années, mais c'est encore les ressources qui sont méconnues. Les maisons d'aide et d'hébergement, c'est la même chose aussi, dans le sens que ça fait encore plus longtemps qu'elles sont là. Carrefour pour elles sur le territoire, ça fait 50 ans qu'elles sont là, et c'est encore des ressources que les gens ne connaissent pas nécessairement. Donc, c'est important, en fait, dès que ça peut être un membre de notre entourage, et je lance un message aux hommes aujourd'hui, donc vous pouvez avoir quelqu'un dans votre entourage, un frère, un ami, un collègue de travail, un voisin, un cousin. Si vous sentez que cette personne-là est en train, justement, de changer dans ses comportements, que là, vous remarquez qu'il ne se remet pas de sa rupture et que là, qu'il y a des gestes violents qui peuvent sembler donc de contrôle, d'obsession envers l'ex-conjoint. Une tristesse profonde aussi, des fois, on mérite de... aussi, comme je vous dis, ça peut arriver via les menaces suicidaires également. Donc, portez attention à ça, puis aider cette personne-là à aller vers les ressources. Ça peut être de faire l'appel avec lui. Ça peut être de l'accompagner à sa première rencontre. Même d'appeler à sa place, peut-être? Bien, oui, d'appeler. En fait, ne restez pas seul avec vos inquiétudes. Si vous voyez cette personne-là, vous dites, bien, comment je pourrais l'aider? Appelez les ressources spécialisées. Ils vont bien vous conseiller pour amener cette personne-là à aller chercher l'aide dont elle a besoin. Quand on demande que les ressources se parlent entre elles, est-ce que l'atteinte à la vie privée a été un effet de ralentissement face à la mise en place de cellules éclairs? Je ne dirais pas que ça a été un ralentissement nécessairement, mais ça a été un sujet dont il a fallu vraiment établir les bonnes bases pour s'entendre là-dessus. On s'entend, donc oui, le respect à la vie privée, c'est primordial dans un contexte d'intervention et tout ça, et surtout également du côté des ressources policières. Donc, on ne traite pas ça à la légère. On s'entend que c'est vraiment dans un cadre où il y a un risque sérieux de blessures graves, d'homicide. Donc, il nous inspire un sentiment d'urgence que là, on se permet de lever la confidentialité seulement sur l'information pertinente. Je tiens à rassurer les gens, là. Donc, et vraiment, pour l'objectif, ça va être toujours de mettre en place. Donc, c'est fait de bonne foi entre toutes les parties pour que tout le monde aille chercher l'aide dont elles ont besoin, surtout que madame et les enfants soient en sécurité. Et aussi l'auteur de violence également, de ne pas le laisser seul dans les circonstances. Et l'approche de la main tendue, c'est vraiment, on est surpris à quel point ça fonctionne. Donc, longtemps, dans les organismes communautaires ou dans nos ressources, on s'est dit qu'il faut que la personne soit volontaire pour aller chercher de l'aide. Oui, mais parfois, ça prend... C'est pas suffisant, surtout en violence conjugale. Donc, ce que l'expérience nous dit, c'est que dans les circonstances, et surtout quand on parle de prévention d'un homicide, il faut aller... Ils ont besoin d'un pont entre les deux, encore une fois. C'est très, très, très aidant et on est vraiment surpris de la réponse positive de cette approche-là auprès des personnes, justement, qui sont dans une situation où elles ont besoin d'aide. Elles ne connaissent pas nécessairement les ressources, d'une part, et deuxièmement, comment aller chercher cette aide-là et comment elle s'inscrit. Donc, les proches, l'entourage peuvent vraiment jouer un rôle très important dans cette démarche. Parce qu'on a parlé beaucoup dans les médias de la loi Gabi-Renaud, qui est une loi qui met l'emphase sur l'accès à l'information. Mais avant même d'aller chercher cette information-là, y a-t-il des signes qui ne mentent pas? On dit que l'amour rend aveugle, mais est-ce qu'il y a des signes qui ne mentent pas que les femmes devraient se méfier au moins de certains hommes? Si on parle d'un début de relation, en fait, tout comportement de contrôle. Donc, on veut, si la personne, si l'homme veut contrôler nos sorties, qui on voit. Donc, déjà, ça, on devrait se poser des questions. Parce que même dans une relation, on devrait toujours rester libre de nos actions. Donc, ça, c'est un premier point que je dirais, il faut aller se questionner. Si on se rend compte que là, on s'empêche de faire des choses de peur de la réaction de l'autre,
Alors ça aussi. C'est le genre de signe qui est banalisé, ça, quand on a l'impression de s'empêcher. Bien, on est dans une nouvelle relation, donc des fois on dit, bien, je ne m'empêche pas vraiment parce que je veux être avec cette personne-là. Hein. On connaît les débuts de relation, on essaie de se convaincre, et également les grandes démonstrations d'amour, donc très rapidement. On parle de love bombing, en fait, là, désolé de l'anglicisme. Mais donc, vraiment, l'homme va très intense littéralement, au début, très intense. Il va s'engager immédiatement. Beaucoup de demandes d'engagement, donc va parler beaucoup d'aménager ensemble rapidement. Il peut même parler de mariage, d'avoir des enfants. C'est une bonne chose. Là. Oui, il y a des femmes qui tombent enceintes rapidement quand même, souvent. Ça peut être, peut-être. Puis, alors, c'est surtout donc les grandes démonstrations et plusieurs appels, textos et tout ça. Donc, écoutez cette petite voix-là parfois aussi. Hein. Des fois, on ne veut pas l'écouter parce que justement, on est en début de relation, on se dit, ben non. Donc, on tient à rationaliser un peu, de dire, c'est normal, il m'aime vraiment beaucoup. Mais par contre, c'est ça. Si vous avez une petite voix intérieure qui vous dit, il me semble qu'il y a quelque chose quelque chose qui me dérange. Écoutez-la, cette petite voix-là. Ouais. Écoutez-la. Puis, évidemment, quand on parle là, plus loin, disons, on vit une rupture amoureuse et que là, l'ex-conjoint, vous observez un changement de comportement. Donc, ça peut être quelqu'un qui se met à consommer, consommer davantage qu'il faisait. Ses comportements ont changé. Souvent, ce que les femmes vont dire, je ne le reconnais plus. Il a changé. Ça, c'est un premier gros signal d'alarme. Et là, il me fait peur. Donc, déjà, si vous ressentez de la peur, et là, quand, comme je disais au départ, à ça s'ajoutent des menaces, c'est vraiment à considérer. C'est comme un cercle des fois aussi, quand ben, j'ai peur de le laisser, ben, j'ai peur de sa réaction aussi, fait que là, il demeure dans la relation. On comprend les femmes, justement. C'est très difficile de se sortir de ça. Il ne faut pas dire, parce qu'on l'entend souvent, mais pourquoi elle ne fait pas juste le quitter? Vous comprenez c'est plus compliqué que ça. C'est beaucoup de zones grises quand même. C'est pas noir ou c'est pas blanc. Il peut avoir de la peur et parfois, cette peur-là, elle est légitime. Puis c'est pas pour rien que la peur est là. Il ne faut pas l'ignorer, mais il y a de l'aide qui existe. Si vous pensez à quitter un conjoint violent ou qui vous fait peur, vraiment, faites-vous accompagner par les ressources spécialisées. Donc, vous pouvez appeler une maison d'aide et d'hébergement de votre secteur. Faites-vous conseiller. Puis, vraiment, restez pas seul dans cette démarche-là. De l'aide existe. Et c'est la même chose également pour les hommes. Vraiment, c'est important. Parce qu'on voit qu'il y a des ressources qui existent. Puis maintenant, on sait que quelque chose comme celui d'éclair fait que ces ressources-là se parlent. On a des signes qu'on peut écouter pour se protéger. C'est vraiment tout le temps qu'on avait. Mais Amélie Gilbert, coordonnatrice de Cellule Éclair, merci beaucoup d'être venue nous parler aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. Merci. Donc, je suis présentement à Otterburn Park avec Alexandre Michel, qui est le cofondateur du festival Opelai. Bonjour, Monsieur Michel. Bonjour, Eve-Maud, ça va bien? Ça va bien, vous? Oui, merci. Donc là, deuxième édition pour ce festival. Oui, c'est la deuxième édition cette année. On a passé à un niveau supérieur cette année. L'année passée, on avait le droit à 500 festivaliers. Cette année, on a le droit à 1000. Donc, on espère avoir un succès incontournable cette année aussi encore. Et là, vous avez des invités spéciaux cette année pour cette deuxième édition. Oui, cette année, on a mis le pied sur le gaz en bon français. On a invité Qualité Motel qui vont être en finale, Monsieur P.Y. qui est une légende au Québec. On a le chef John Mike qui va s'occuper de la nourriture. Tous ces artistes-là vont être accessibles aussi pendant la journée. Si vous voulez prendre une photo, leur jaser, c'est dans leur contrat. Ils vont être là pour vous parler, tout ça. Puis, le DJ set, il dure combien de temps pendant l'événement? En moyenne, les DJ sets, c'est environ 1h30. On a Eve, en début de journée, qui va faire 1 heure, accompagnée d'Éric Lafontaine, qui est un local d'Otterburn Park qui s'occupe des soirées tam-tam à la halte routière, qui n'est pas loin d'ici. Donc, elle a 1 heure. Le reste des gens, c'est 1h30 environ. Qualité motel, 1h15. Là, on finit en beauté vers 10h30 en soirée. Donc, les gens peuvent venir avec leurs enfants parce que à partir de 16 ans, 16 ans et moins, c'est gratuit. Et à partir de 16 ans et plus, c'est à peu près 30 $ plus taxes pour le billet? Exactement. 16 ans et moins, c'est gratuit. 17 ans et plus, 34,49 en ce moment. C'est le prix de prévente qu'on offre. Donc, c'est très familial en après-midi. Le soir, on invite les gens s'ils veulent faire garder puis avoir un moment tranquille en couple ou en amis. Ils ont juste à faire garder leur enfant puis venir nous revoir en soirée. Il n'y a pas de problème, rentrer-sortir. Puis pour les 18 ans et plus, il y a quelque chose de vraiment cool cette année. Vous allez avoir une bière spéciale pour le festival. Oui, on est super fiers de ça. La bièrerie Shelton à Saint-Mathieu-de-Belleuil, non loin d'ici justement, ont canné une canette pour nous à notre effigie. Donc, si vous voulez voir de quoi ça a l'air, allez voir notre Instagram, Opelai Fest. On a fait un petit render en bon français de la canette. Donc, ça va être très bon. C'est une bière, une lager de soif. Donc, c'est estival et ça se boit super bien.
Et là, vous m'avez confié hors honte que le nom du festival est un peu un hommage à Ottoburn Park, c'est bien ça? Exactement. Tu sais, l'expression régulière, c'est Uppelai. Nous, on a fait Uppelai pour les initiales de la ville, OP, Ottoburn Park. Puis je pense que, tu sais, on va s'entendre avec les gens aussi à la maison. Là, tout le monde dit Uppelai, soit en s'enfargeant quelque part ou quand il arrive une situation cocasse. Donc, c'est une expression couramment utilisée. Puis nous, on l'a mis à notre sauce pour la ville, vu qu'on est des citoyens d'ici. Mais malgré que c'est un festival qui se passe ici à Ottoburn Park, on est littéralement sur les lieux. On s'attend à voir des gens d'ailleurs là, dans la vallée du Richelieu à venir ici. Oui, exactement. Nous, on se voit comme le festival d'été de la vallée du Richelieu. On est super accessible, le prix est pas cher. On a 8h30 de spectacle, le parking est vraiment facile. Donc, c'est vraiment un événement pour attirer n'importe qui, que tu sois à Saint-Hyacinthe, que tu sois même en Estrie, en fait, mais que tu sois dans les villes avoisinantes. Amenez vos amis, amenez votre famille. On veut qu'il y ait du monde cette année. On veut que ça soit fou comme l'année passée. Donc, n'hésitez pas à acheter vos billets dès aujourd'hui. Puis, les billets se retrouvent sur le site Internet en pré-vente présentement, c'est ça? Exactement. Opelai.ca, c'est O-P-E. Excuse-moi, je vais recommencer. Je suis pas capable de le dire. Opelai.ca, tout simplement. Allez sur Google, Opelai Ottoburn Park, vous allez le trouver au coût de 34,49, soit 30 plus taxes en ce moment. Puis, pour les parents là, qui voudraient venir avec des enfants, il va y avoir des jeux gonflables, il va y avoir même des gens qui vont venir avec des animaux, c'est ça? Oui, exactement. Zuma va être sur place. Ils vont emmener des animaux exotiques et des animaux moins exotiques. On va avoir aussi une maquilleuse là, fournie par le Family Prix du coin qui va être là. Donc, il va peut-être avoir d'autres activités en cours de route. Pour l'instant, c'est celle qu'on a planifiée. Donc, n'hésitez pas à venir en famille, vous allez avoir du fun. Ça, c'est assuré. Puis, on a aussi le club de canotage d'Ottoburn qui va être sur place. Si vous voulez louer un canot, kayak, puis aller faire une petite randonnée pendant quelques minutes, ça va être extraordinaire. Donc, M. Michel, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour le 1er août? Du succès, pas une température extrême comme l'année passée, il faisait 45 degrés, c'était brutal. Donc une belle température, beaucoup de gens, des gens sur le party qu'on veut et 1000 personnes. Donc, on invite les gens à aller se procurer des billets sur le site de opelai.ca et bonne chance pour le 1er août. Merci. Frédéric Thériault est avec nous du réseau des fermiers et fermières de famille. Vous venez aujourd'hui nous parler de votre 30e anniversaire, entre autres. Bonjour, bien oui, effectivement. 30 ans du réseau, qu'est-ce que ça a apporté pour les fermiers et fermières du Québec, la Montérégie? Alors, au réseau des fermiers de famille, on a développé un concept de l'agriculture soutenue par la communauté, l'ASC. C'est un projet qui était citoyen au départ, puis qu'ils sont allés voir une ferme. Puis on dit, on a besoin d'un fermier pour produire des légumes pour nous. Puis là, bien, cette relation-là s'est développée. Le fermier a dit, OK, on va faire des légumes, on va vous en amener à chaque semaine, on va nourrir vos familles, puis vous, bien, payez-nous à l'avance. Ça va nous aider à payer nos frais, nos semences, nos fertilisants biologiques, évidemment, nos intrants. Et puis, ça a commencé avec un petit groupe de 30 citoyens de Montréal, des jeunes écologistes qui voulaient changer le monde, puis un fermier. Ça a super bien été, puis là, bien, tranquillement, le réseau ça a été formé. Il y a eu 7 fermes, il y a eu 12 fermes. Puis maintenant, on est 115 fermes qui utilisent ce type de mise en marché-là de l'agriculture soutenue par la communauté, qui est mieux connue sous le nom de panier bio, où les gens s'abonnent pour une saison avec un fermier. Puis c'est une belle relation parce que c'est une des meilleures manières d'aider les fermiers puis de soutenir une agriculture résiliente pour le Québec, puis aussi d'obtenir pour soi, pour sa famille, vraiment une super belle production, puis de savoir exactement d'où vient notre nourriture, puis d'être connecté, puis de connaître l'histoire de cette nourriture-là. Oui, parce que vous espérez augmenter le nombre de personnes qui s'abonnent à chaque année. Effectivement, on a déjà 17 000 foyers là, qui sont nourris par les fermiers de famille au Québec. Post-pandémie, quand M. Legault nous avait dit de manger des produits québécois, bien, il y en avait 25 000. Hein. Fait qu'on est capable de nourrir le Québec encore plus que ce qu'on fait maintenant. Et donc, on a définitivement de la place. Puis c'est encore le temps de s'abonner. Les gens peuvent s'abonner aussi dans la plupart des fermes, même à travers la saison. Et puis, c'est beaucoup plus flexible que ce que les gens pensent. Et les gens pensent, le panier bio, je veux prendre des vacances, je ne vais pas m'abonner cette année. Mais en fait, la plupart des fermes du réseau, on utilise un outil qu'on a développé. C'est une des forces de se regrouper en tant que ferme. On peut se développer des outils, s'aider, faire de la promotion, aider les jeunes fermes à devenir meilleures, puis à intégrer le réseau. Puis donc, on aide la relève dans ce réseau-là. On développe toutes sortes de points de livraison. Mais avec notre outil, entre autres, les gens ont accès à un calendrier en ligne. C'est pas toutes les fermes qui l'offrent, mais beaucoup de fermes l'offrent. Chez nous, c'est comme ça, à la ferme Tournesol. Les gens ont accès à leur calendrier en ligne. Ils peuvent déplacer des livraisons, ils peuvent demander un crédit, ils peuvent rajouter des paniers plus tard dans la saison. Donc, il y a toutes sortes de flexibilités qui existent puis que les gens ne réalisent pas. Jusqu'à quel point que ça peut être flexible, puis
moins contraignant qu'on pense de s'abonner à un panier bio. Puis il y a beaucoup de choix que les gens vont avoir, puis il y a des boîtes d'échange. Donc, toi, tu n'aimes pas le brocoli, c'est correct. Là. Tu vas déposer le brocoli puis partir avec des patates à la place. Il n'y a pas de stress. Là. Ouais. Ça limite aussi, j'imagine, le gaspillage alimentaire parce que les gens peuvent planifier d'avance le panier qu'ils veulent recevoir, donc les repas qui vont venir avec. Tout dépendant des fermes. Il y a des fermes où tu vas commander puis dire à l'avance, je veux des aubergines, je veux pas de radis. Il y a des fermes où tu arrives puis c'est la sélection, puis c'est un panier cadeau. Puis là, tu peux faire des échanges si toi, tu n'es vraiment pas capable de manger des radis. Il faut être ouvert, c'est sûr. Dans le concept des paniers bio, il faut être ouvert à des découvertes, à apprendre à utiliser des légumes qu'on connaît moins. Puis ils sont vraiment délicieux. Du céleri rave, ça fait, tu râpes ça fait une super bonne remoulade. Le céleri qui pousse là, en nature, là, puis qui n'est pas de Californie avec plein de pesticides, puis de l'eau là, qui assèche les rivières pour le faire, bien, il goûte vraiment plus, là, puis il te fait des super bons bouillons, puis des soupes. C'est quelque chose que vous goûteuses, entendez là. souvent, ça, que le goût des aliments est différent comparé à ceux qu'on retrouve en épicerie? Bien, effectivement, il y a la fraîcheur, il y a le terroir. Tu sais, chaque ferme a son propre terroir. Nous, on fait pousser dans une serre. On a une serre qui nous permet de commencer plus tôt la saison. On commence dès la semaine prochaine chez nous, là, à la ferme Tournesol. Et puis, dans notre serre, l'eau de la nappe phréatique chez nous est un peu saline, parce que c'est l'ancienne mer de Champlain, puis il y a des réserves de sel profondes dans le souterrain. Puis dans la serre, bien, les sels s'accumulent un peu. Fait que les légumes, le kale qu'on fait pousser, il est un peu salé. C'est vraiment bon, tu sais. Fait qu'il y a un goût qui vient de la ferme, qui vient de la terre, qui vient du terroir, mais il y a la fraîcheur unique aussi. On récolte ça la veille ou le lendemain matin, on amène ça directement aux gens. C'est pas la même chose là, qu'un légume qui a passé 4 jours dans un camion, puis qui est allé au centre de distribution à Toronto, il est revenu ici, puis... Il arrivait du Mexique. Ouais, c'est ça. Vraiment pas la même réalité. C'est ça. Donc, tout ce qui est aussi pour l'éco-environnementalité de la chose, les gens qui ont l'écologie à cœur, bien, d'aller directement aux producteurs, aux fermiers et fermières directement, ça doit améliorer aussi à ce niveau-là. C'est ça. Puis souvent, bien, les gens vont trouver le point de livraison qui est le plus proche de leur quartier. On a une carte en ligne sur fermierdefamille.com où les gens peuvent aller mettre leur code postal puis trouver le point de livraison qui est le plus proche de chez soi. Donc, plusieurs personnes qui viennent en vélo ou à pied ou qui arrêtent en métro en revenant du travail. Ça dépend où tu te trouves au Québec. Des fois, c'est sûr que les gens vont falloir qu'ils fassent un petit détour. Des fois, il y a un effort à mettre pour réussir à aller chercher une bonne nourriture pour ta famille puis encourager puis développer cette relation-là avec le fermier local. Fait que c'est sûr que c'est un produit où les gens doivent vouloir mettre un effort. Il faut que tu ailles le chercher. Mais les fermiers, toutes les fermes sont différentes, mais font des efforts aussi pour amener une belle diversité. Chez nous, on a une boutique en ligne, les gens peuvent commander de la farine, du miel, du sirop d'érable, toutes sortes de choses en plus. J'ai des fruits que j'amène, des œufs. Donc, les gens peuvent vraiment chercher un panier quand même pas mal intéressant en s'abonnant avec une ferme de famille. Évidemment, je ne peux pas faire de promesses, tout dépendant quelle ferme est près de chez vous, mais ça vaut la peine de s'informer puis de découvrir l'offre, puis de se prêter au jeu aussi pour commencer à en apprendre plus aussi sur qu'est-ce qui est en saison, qu'est-ce que je peux manger, apprendre des nouvelles recettes. Les gens peuvent s'entraider aussi dans des groupes Facebook qu'on va monter dans certaines fermes pour apprendre à cuisiner avec les produits locaux, puis à cuisiner en saison, puis à s'alimenter tellement mieux. Ouais. Puis... Vous avez mentionné que chez vous, à la ferme Tournesol, vous commencez maintenant, en ce moment. Est-ce que l'hiver plus rigoureux qu'on a eu, les changements climatiques, j'imagine qu'il y a une raison pourquoi vous commencez à ce temps-ci de l'année? Y a-t-il des périodes où vous pouvez commencer plus tôt? Des années où vous pouvez commencer plus tôt? En fait, si on se fie à une production extérieure, il y a beaucoup de fermes qui vont commencer autour de la Saint-Jean. C'est plus autour du 20 juin que la plupart des fermes vont être capables de commencer à livrer des grosses quantités de légumes. Pour commencer plus tôt, il faut se fier sur des serres. Donc, chez nous, on a des très grandes serres qui nous permettent de semer dès la fin février. Puis le début mars, là, on commence à semer des carottes, puis des épinards, toutes sortes de choses qui vont nous permettre de commencer avec des paniers aussitôt que le mois de mai. Il y a aussi des fermes qui ont la capacité, à cause des infrastructures qu'ils ont, de chambres froides et puis de chambres pour faire des micro-pousses et de serres, de continuer la saison, continuer en novembre, décembre, janvier. Souvent, il y a une livraison aux 2 semaines plutôt que des livraisons à toutes les semaines là, quand les gens font des saisons d'hiver. Mais il y a plusieurs fermes qui vont offrir des paniers tout l'hiver aussi, puis recommencer avec les produits frais puis les verdures en mai-juin.
tout en s'adaptant toujours aux changements qui se passent au niveau climatique de nos jours. Vous ne pouvez pas prévoir l'année prochaine. Donc, l'abonnement des gens en avance, j'imagine que ça vient tout contrer ça aussi, là. Effectivement. Donc, pour se prémunir contre les changements climatiques, les serres, nous, c'est ça. Il y a eu plusieurs saisons, on était super stressés, là. On avait le désir de commencer le 12 juin. Puis là, il faisait super pas beau, il faisait froid, les choses poussaient pas. Fait que c'est pour ça qu'on a construit nos serres. Avec des serres, on a plus de contrôle, puis c'est plus facile de planifier, puis de vraiment commencer la dernière semaine de mai, une année après l'autre. Il y a moins d'imprévisibilité à cause de ça. Mais effectivement, le début de la saison, ça peut être difficile avec les changements très... le climat qu'on voit, dans le fond, il y a des années que c'est super froid, super mouillé. Cette année, chez nous, ça a été plutôt sec, fait que ça va bien. Là. Dans les champs, les choses poussent bien. T'sais. Ce qui arrive en hiver, c'est moins important que ce qui arrive vraiment pendant le mois d'avril. Le mois d'avril est assez clé, puis des fois, on a du 25 degrés fin mars, puis après ça, il se met à faire terrible pendant le mois d'avril. Ça nous fait mal. Mais quand il fait relativement sec en avril, en général, les gens sont capables de démarrer leur saison assez bien. Mais effectivement, comme tu disais, les gens qui veulent soutenir des fermes locales, on peut aller faire un tour à un marché public une semaine. Oui, on peut aller à la boutique, à la ferme, puis c'est super de développer cette relation-là, de commencer à connaître nos producteurs, d'acheter. Mais quand les gens veulent en faire un peu plus, bien là, il y a des fermes qui offrent des abonnements. Donc, tu peux acheter une carte prépayée, puis là, tu as donné 300 $ ou 500 $ à la ferme, puis tu vas, quand tu veux, chercher des produits. Puis si tu veux en faire encore plus, bien là, l'abonnement au panier bio, c'est vraiment une manière d'aider encore plus la ferme parce que tu donnes ton argent à l'avance, la ferme peut acheter ses intrants, puis le produit il est déjà vendu d'avance, donc puis c'est un produit qui est un peu surprise, puis qui va être diversifié, mais tu vas vraiment y trouver ton compte, là. Tu vas avoir un bon deal, là. C'est des beaux produits. Nous, on en donne plus à nos abonnements panier bio que quand on va au marché parce qu'on veut remercier les gens pour leur engagement puis l'engagement qu'ils prennent. Donc, Puis quand on compare les prix avec l'épicerie et tout ça, on réalise que des fois, dans les marchés publics ou dans les paniers bio, la grosseur est différente. On a des beaux produits et puis la fraîcheur, c'est pas tout à fait la même chose que dans l'épicerie. Donc, c'est dur des fois de comparer les prix, mais c'est moins cher que les gens pensent aussi. Donc, on invite les gens à aller sur votre site Internet pour avoir plus d'informations, autant pour s'abonner que pour les fermiers et fermières qui aimeraient emboîter le pas aussi. Absolument, oui. Il y a possibilité pour les nouveaux fermiers qui veulent commencer à faire des paniers bio de se joindre au réseau. On a une manière de les intégrer puis de les former. Puis pour le public, bien oui, www.fermierdefamille.com. C'est là la porte d'entrée où vous allez pouvoir trouver là, les fermiers de famille les plus près de chez vous. Puis il y en a partout au Québec. Donc, merci, monsieur. À chaque jour dans ma vallée, ma communauté. J'investis dans ces choix qui me ressemblent, qui nous rassemblent. À 2 pas de tout ce dont j'ai besoin, je vais à la rencontre de ceux qui prennent soin de moi. Fière de ma collectivité tissée serrée, je prends le temps d'échanger avec les passionnés et les passionnants. L'accueil y est chaleureux, les gens y sont généreux. Je plonge au cœur de la culture locale, de ses saveurs et de ses couleurs qui me transportent. À chaque jour, j'investis dans la vallée du Richelieu parce que choisir local, c'est gagnant. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. Le Centre d'écoute de la Montérégie fête ses 20 ans cette année et pour en discuter, je suis avec Nathalie Barrette, directrice générale. Bonjour, Madame Barrette. Bonjour. Donc, 20 ans cette année pour le Centre d'écoute. Quand vous regardez le parcours, qu'est-ce qui vous rend le plus fier? Ah, mon Dieu, fière et pas fière parce que, dans le fond, c'est la détresse au centre d'écoute. Donc, les aînés qui font appel à nos services, ils sont pas bien, ils se sentent isolés, ils se sentent seuls. Puis, le nombre d'appels je vous dirais, on est passé de, je ne sais pas, une centaine d'appels au tout début, en 2006. Et là, on avoisine à peu près les 23 000 appels par année. Donc, c'est beaucoup d'appels. Mais je suis quand même fière parce que
j'ai vraiment beaucoup de bénévoles qui nous aident énormément parce que sans eux, on ne serait pas capable de justement parler à toutes ces personnes-là, leur permettre de s'exprimer. Donc, et c'est un peu pour ça que cette année, je veux que ce soit festif comme 20e parce que je veux les remercier. Fait que c'est ça. Ils sont très précieux. Qu'est-ce qui vous attend pour la célébration des 20e? Bien, on a commencé par une formation qu'on a donnée au mois d'avril à nos bénévoles, encore sur l'écoute active, parce que c'est la base au niveau de l'écoute. Donc, pour reconnaître les signes aussi? Oui, tout à fait, mais surtout aussi pour savoir écouter, parce qu'il y a plusieurs personnes qui pensent qu'ils savent écouter. Malheureusement, c'est pas tout à fait le cas. fait que c'est ça. Fait que la formation, c'était comme un rappel. On a parlé beaucoup du silence. Les silences, c'est très important. Première étape. Deuxième étape, comme vous l'avez précisé, le 19 juin, notre agenda. Donc, j'ai déjà la mairesse Alexandra Labbé qui a confirmé sa présence. J'ai les caisses populaires aussi qui seront là, naturellement nos membres. Et ainsi que je vais faire l'invitation aussi aux autres organismes communautaires avec qui on partage, on est sur des tables de concertation. Donc, s'ils veulent se joindre à nous, ça va être super agréable. Et donc, c'est un peu ça. Ça va être la première étape. Et je dirais que là où on va faire notre 20e 20e AGA, finalement. Ça se trouve être la Maison des générations Ginette Grenier, à Carignan. Et Ginette Grenier se trouve être la fondatrice du Centre d'écoute Montérégie. Malheureusement, pendant la pandémie, elle nous a quittés, mais elle a été là jusqu'à la dernière minute. Donc, c'est un peu lui rendre aussi hommage pour la création d'un organisme qui est très en demande. Pourquoi c'était important de lui rendre hommage pour le 20e cette année? Plusieurs facteurs, mais c'est une femme qui a donné beaucoup à la communauté, qui voulait beaucoup aider les aînés. Donc, pour moi, le centre d'écoute est à son image. Il est vraiment à son image. Fait que c'est ça. Puis c'est la faire connaître, parce que j'ai des bénévoles, naturellement, malheureusement, qui ne la connaissent pas. J'ai d'autres bénévoles, par contre, qui, oui, la connaissent parce que, entre autres, j'ai une bénévole qu'on va féliciter là-bas pour ses 20 ans de service au centre d'écoute et qui fait toujours partie des bénévoles actifs du centre d'écoute. Donc, c'est exceptionnel d'avoir des gens de cœur comme ça. Puis, quels sujets sont abordés durant cette AGA-là du 19 juin? Bien, au niveau de l'AGA, naturellement, il y a tout la même chose que n'importe quel AGA. Donc, je vais présenter le rapport d'activité, il va y avoir le rapport financier qui va être là. Et naturellement, il y a l'élection des administrateurs pour le conseil d'administration. Puis, ce qu'il y a en dehors de ça, c'est on va offrir un repas à nos bénévoles avant l'AGA. Donc, pour moi, on se prend un petit moment tous ensemble, l'équipe, les bénévoles. Puis après ça, il va y avoir un peu le côté un petit peu plus festif avec Alexandra Labbé qui va faire un discours qui va mettre en lumière aussi une autre bénévole qui nous a quittés malheureusement l'année dernière, qui s'appelle Gisèle Cadieux, qui, elle, était la cofondatrice du Centre d'écoute. Donc, c'est ça. Fait que faire l'hommage à des femmes de cœur qui ont donné beaucoup de leur temps, là, quand même, là, après presque 20 ans du centre d'écoute, c'est quand même pas rien. Là. Donc, de ce que je comprends, ça va être une célébration quand même très lourde de sens cette année. Oui, lourde de sens, mais je l'avais aussi dynamique parce que on fait des étapes, on passe à autre chose, mais on les oublie pas. C'est important de ne pas oublier ceux qui étaient là à la base, qui ont pensé à faire un centre d'écoute pour aînés parce que c'est le seul centre d'écoute dédié seulement aux aînés à travers la province de Québec. Fait que quand même. Puis, pour ceux qui ne connaissaient pas le centre d'écoute de la Montérégie, puis qui ne comprennent pas nécessairement pourquoi c'est si important de l'avoir, vous aidez les gens de 50 ans et plus à
se sortir de l'isolement ou la prévention de l'isolement. Tout à fait. Avez-vous des cas que vous pouvez nous expliquer que vous avez aidé vraiment? Ah, mon Dieu, oui, plusieurs cas. On a des gens qui... Parce que la solitude, ça peut mener à différentes choses, on ne se le cache pas, des problèmes de santé mentale, etc., etc. Et il y a du monde aussi qui ont souffert de maltraitance et qu'on a accompagné là-dedans jusqu'à temps qu'ils finissent par dénoncer et puissent passer à autre chose. Donc, souvent, les gens vont me dire, j'ai un monsieur l'autre jour qui m'a appelé puis qui voulait nous remercier tous les bénévoles pour l'écoute qu'on faisait. Puis il n'arrêtait pas de me dire, vous ne savez pas comment vous êtes précieux. Ça fait 6 ans que je reçois vos appels à chaque semaine. J'ai tout le temps un bénévole différent qui m'appelle, mais vous m'accompagnez dans ce que je vis sans jugement. Fait que c'est vraiment ça. C'est de l'accompagnement qu'on fait. Donc oui, on aide les gens en les accompagnant. On ne les prend pas par la main. C'est pas nous qui va dire « vous en allez là ». C'est vraiment eux qui vont décider. Fait que c'est ça. Mais nous, on va être là tout le long du cheminement. Ils ont besoin d'une ressource. Ils ont besoin on va leur donner c'est quoi la ressource qui peut les aider. Fait que... Puis, pour des nouveaux bénévoles potentiels là, qui voudraient venir vous aider à votre centre d'écoute, qu'est-ce que ça prend pour être un bon bénévole? Puis, ouais. Une bonne écoute, oui, ça, évidemment. c'est sûr. Je me doutais de cette réponse. Une bonne écoute, de l'empathie, être accueillant, ça, c'est sûr et certain. Être prêt à suivre la formation à l'écoute active, parce que, comme je l'ai dit, nos bénévoles ont tous une formation, donc puis c'est une formation quand même assez grosse. On parle au moins de 6 heures de formation. Et après ça, la supervision à l'écoute, parce qu'ils ne sont pas laissés comme ça. Fait que c'est un peu ce qu'on fait. Si les personnes qui nous écoutent sont intéressées, ils n'ont seulement qu'à appeler au centre d'écoute ou encore, ils vont sur notre site Internet. On a une page qui est « Être écoutant » et là, ils peuvent remplir le formulaire. Puis une fois que je reçois le formulaire, bien, je les rappelle pour prendre rendez-vous avec eux. L'autre étape aussi, il ne faut pas oublier, qui est très importante, c'est la recherche d'antécédents judiciaires. Donc, ça, c'est fait avec tous les bénévoles qui rentrent chez nous, y compris les employés. Fait que tout le monde est trié. Puis, en terminant, Mme Barrette, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour les 20 prochaines années au centre d'écoute? J'aurais le goût de vous dire moins de détresse, moins de solitude, mais bon, bien ça, c'est pas moi qui va le décider. Sinon, d'être capable de continuer à offrir ces services-là à la population vieillissante, parce qu'il ne faut pas se le cacher, en 2030, à peu près 2031, on va arriver à excusez-moi l'anglicisme, mais un pic au niveau de la population aînée. Donc, ça va être vraiment un gros bassin de la population qui va être là. Fait que j'ai toujours besoin de ressources, toujours besoin de bénévoles et malheureusement, tout le temps besoin d'argent. Ça, on ne s'en sort pas. Donc, ceux qui veulent faire des dons, entre autres, bien, allez sur notre site Internet, il y a un petit bouton « Faire un don ». C'est très apprécié. Bien, c'est important de le mentionner. Et puis, merci beaucoup, Mme Barrette. Bon 20 ans au centre d'écoute et à vos bénévoles aussi. Et merci beaucoup pour ce que vous faites pour toutes les personnes de 50 ans et plus. Un gros merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Selon le contexte sociopolitique international, les gens visitent de plus en plus les régions locales autour de chez eux. Madame Gosselin, tout d'abord, vous êtes de Tourisme Montérégie. Quel est votre titre? Je suis coordonnatrice à la commercialisation de la destination chez Tourisme Montérégie. Et vous venez aujourd'hui nous parler justement de cette tendance. Est-ce que vous avez remarqué chez Tourisme Montérégie que les gens suivent la tendance un peu canadienne de vraiment visiter les lieux ici? Bien, tout à fait. C'est sûr que nous, on prône, par exemple, les Montérégiens puissent visiter, revisiter, découvrir les petits trésors cachés, encourager local. C'est au cœur de notre identité, donc gourmand de nature, tout à fait.
Et vous venez nous parler justement des dernières nouveautés chez Tourisme Montérégie. Tout d'abord, vous avez une carte gourmande. Oui, bien en fait, on a lancé tout récemment notre magazine touristique Destination Montérégie. À l'intérieur, on y retrouve une carte gourmande. Donc, on a fait affaire avec un illustrateur, Trevor Harley Jones, qui a fait différentes illustrations pour vraiment identifier ce sont quoi les icônes de chaque secteur de la Montérégie. Donc, c'est une belle façon pour les gens de découvrir, mais d'une façon un petit peu plus créative. Et ce magazine-là est vraiment pour la saison estivale. Donc, oui, on peut se fier à la carte gourmande, mais ça va vraiment jusqu'à l'automne. Donc, il y a plusieurs outils dans ce magazine-là. Exactement. Notamment, on pense à la route du Richelieu, qui est une route touristique qui passe dans le secteur. Donc, c'est vraiment un point de repère pour faire des arrêts. C'est 260 km quand même pour faire différents arrêts. Sur la carte, il y a le Fort Chambly, donc, qui est vraiment un icône de la région. Donc, c'est un des plus anciens sites patrimoniaux, donc militaires au Québec. Puis c'est un lieu aussi historique national du Canada, donc en famille, entre amis, aller voir l'exposition, puis se renseigner un peu d'où l'on vient. Oui, c'est une exposition vraiment d'époque. Ce qui est intéressant au Fort Chambly, c'est que toute l'histoire du développement de la ville de Chambly, qui était quand même en priorité au tout début lors de la colonisation. Donc, les gens peuvent aller avec les petits, voir les uniformes, tout ce que ça inclut. Ça inclut oui, le costume d'époque, là, on est vraiment... C'est une immersion complète. Une immersion complète. Et il y a d'autres attraits aussi dont vous faites mention dans... Il y a plusieurs attraits, oui, mention, oui. Mais si vous pouvez nous en nommer quelques-unes, est-ce que vous conseilleriez l'une plus que l'autre? Ah, bien, c'est sûr qu'après ça, à Chambly, on a le Bedondel et Bedonron, je ne sais pas si vous connaissez, qui est vraiment une brasserie artisanale. Donc, c'est à la fois, ils font des dégustations de bière, mais il y a aussi comme tout le musée du patrimoine brassicole au Québec. Donc, il y a plus de 27 000 objets là, en lien avec la bière. Donc, c'est super intéressant d'allier un peu le côté patrimoine et gourmand pour faire... Et évidemment, on n'est pas loin des écluses. C'est tout le côté champêtre de Chambly avec le bassin, les bateaux. Il y a FG Chocolatier aussi, un petit arrêt crème glacée maison, chocolat fin. Donc, c'est super de ce côté-là. Sinon, Mont-Saint-Hilaire, bien, il y a le Strom Spa, ceux qui aiment vraiment le côté détente. Il y a aussi annexé, c'est le laboratoire Nord, donc, qui est reconnu pour son côté gastronomique, puis bon, avoir des petits soins. Sinon, les spas, bien, en fait, tout ce qui est sauna, expérience thermale, c'est super. Puis c'est vraiment au cœur de la réserve naturelle de Gault. Donc, c'est... Avec vue sur la montagne de Mont-Saint-Hilaire. Exactement, exactement. Côté vignoble, parce qu'on est reconnu pour avoir plusieurs vignobles à Montérégie, et le domaine Viniterra. Mont-Saint-Hilaire aussi, donc ils font des dégustations, plateaux de fromage. Sinon, il y a aussi des pizzas qui sont cuites au four à bois, donc c'est super intéressant là, pour une petite pause, puis avoir vue également sur la nature, sur la montagne. Donc, c'est plusieurs activités qui englobent vraiment tous les types de personnalités. Tous ceux qui ont des passions différentes peuvent le retrouver à Montérégie. Exactement. On a autant culture, patrimoine, les gens qui sont plus nature, donc plein air. Je parlais de la réserve naturelle de Gault, bien, il y a évidemment la randonnée qui peut se faire. Sinon, détente. Puis évidemment, gourmand. Donc, c'est autant vignoble, microbrasserie, distillerie, j'en passe, cidrerie. C'est très à la mode de nos jours, côté tourisme, d'aller faire une activité qui est éducative, d'avoir un côté amusant, ludique et tout, mais aussi avoir un côté éducatif. Diriez-vous que c'est une tendance que les gens essaient les gens recherchent ça? Bien, je crois que oui, tu sais, de se renseigner, d'avoir une certaine curiosité. Puis la tendance de, justement, redécouvrir chez soi, d'avoir cette curiosité-là, de dire, bien, de d'où qu'on vient, qu'est-ce qui est... Oui, on habite ici parce que, bon, peut-être qu'on vient de la région, peu importe, mais de dire, ah, bien, on a, par exemple, le Fort Chambly à côté, bien, qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, avant qu'on arrive sur les lieux, là? Redécouvrir les villes, les attraits touristiques, mais aussi, on parle beaucoup d'achat local, on parle beaucoup de comment on peut faire des actions dans la vie de tous les jours, même à travers nos destinations, voyages ou autres.
comment ces actions-là peuvent avoir une retombée en Montérégie ou un impact sur les agriculteurs d'ici, les producteurs d'ici, lorsqu'on va visiter leurs fermes, justement. Donc, est-ce que vous diriez que par rapport à tous les attraits touristiques, les enfants aussi peuvent y trouver leur compte en Montérégie? Bien, tout à fait. Je pense au domaine international de Rouville, qui est un des campings les plus populaires au Canada. On a autant l'aquapark pour les enfants, la plage. Bon, les parents peuvent aller golfer pendant ce temps-là. Puis ce qui est le fun, c'est que oui, il y a plus de 500 terrains de camping voyageurs, en plus des saisonniers, mais les gens peuvent aller une journée, s'acheter un petit billet, puis profiter des installations sur place sans nécessairement camper. T'sais, parfois, des gens n'ont pas nécessairement tout l'équipement de camping. Bien, c'est une belle façon d'en profiter là, avec la famille. Et comme vous le mentionnez, le domaine international Rouville offre aussi des arcades, il y a la plage. Donc, les gens peuvent simplement s'y présenter, ressortir le soir avec plusieurs beaux souvenirs en famille. Vous avez aussi, vous lancez aussi le magazine Cap sur le vélo. Oui, exactement. Donc, celui-ci est un peu différent du premier. Oui, bien en fait, c'est axé sur le vélo, là, le côté cyclotourisme. Ce qui est bien, c'est qu'à la fin du magazine, il y a une carte en fait, sur tout l'ensemble du réseau cyclable, à savoir que la Montérégie a plus de 1000 kilomètres de voies cyclables. Donc, c'est ça ce qui en fait la région avec le plus de voies cyclables au Québec. On a du choix pour tout le monde. Il y a la piste du canal de Chambly, en fait, qui part à Chambly, qui est superbe, magnifique. Tu sais, les gens qui veulent se balader sans trop de pression, voir les écluses, le bord de l'eau, faire des arrêts, justement, on mentionnait plus tôt dans Chambly. C'est vraiment une piste parfaite pour ça. Puis sinon, pour les cyclistes plus expérimentés, il y a les 2 boucles du Richelieu. Donc, ça fait vraiment les rives du Richelieu. Puis, c'est quand même 59 km qui sont possibles de faire. Il y a des arrêts, justement, patrimoniaux qui sont sur le chemin. Donc, je pense au Musée des Beaux-Arts de Mont-Saint-Hilaire. Les gens qui aiment l'art, c'est assez parfait. Puis sinon, il y a la Maison nationale des patriotes à Saint-Denis-sur-Richelieu pour le côté, justement, patrimoine. Très actif aussi, la Maison nationale des patriotes. Il y a toujours des belles expositions, des beaux événements qui se passent à cet endroit-là. Puis c'est magnifique aussi, de pédaler sur le bord de l'eau, on arrête là, puis... Donc, c'est combiner un peu la passion du vélo avec les attraits d'ici, donc de s'impliquer localement dans les attraits d'ici aussi. Exactement. Et en terminant, j'aimerais savoir où on peut se procurer ces magazines-là. Oui, bien en fait, les 2 magazines sont disponibles sur touriste-montérégie.qc.ca gratuitement, donc autant en ligne, puis vous pouvez commander aussi la version papier sans problème. Et la partager, et partager les idées. Oui, exact, pour planifier vos vacances, escapades en Montérégie, c'est ça le but. Bien, Madame Elisabeth Gosselin, je rappelle, vous êtes chez Tourisme Montérégie. Merci beaucoup pour cette entrevue aujourd'hui. Merci à vous. Je suis présentement en compagnie de Madame Rebecca Levac-Cormier, directrice de la Maison des Jeunes ici à Chambly. Bonjour, Madame Levac-Cormier. Bonjour. Donc, on est aujourd'hui dans votre nouvel espace de la Maison des Jeunes. Qu'est-ce que ça fait? Parce que c'est ce soir l'inauguration. On est très fiers, très contents de pouvoir enfin être dans notre nouveau local, puis de pouvoir aussi là, faire l'inauguration là, en compagnie de tout le monde qui voudra bien y assister ce soir. Là. Dans les dernières années, vous avez été mis dans des roulottes proches de la polyvalente. Qu'est-ce que ça a généré, le fait d'avoir perdu un espace, d'avoir été mis dans des roulottes, puis là, finalement d'ouvrir un espace qui convient beaucoup plus aux jeunes? C'est sûr que ça va pouvoir permettre de répondre mieux aux besoins des jeunes, de pouvoir accueillir aussi plus de jeunes que ce qu'on pouvait le faire dans les roulottes. Ça nous permet aussi une plus grande liberté en ce qui a trait aux activités qu'on peut proposer, vu l'espace qu'on a présentement versus les roulottes. Concrètement, là, qu'est-ce que vous apportez à la Maison des Jeunes? Qu'est-ce que vous faites pour les jeunes? On offre toutes sortes de services pour les jeunes. On est ouvert sur l'heure du dîner. On offre de la soupe avec des petites collations. Puis, on fait l'aide aux devoirs après l'école, après les heures d'école. On a aussi des activités planifiées à thématique un peu là, tous les vendredis soirs, incluant la semaine de relâche et la programmation estivale. Donc, pendant l'été, on a plusieurs sorties aussi. Là. Il y en a certaines qui sont gratuites, il y en a d'autres qui sont payantes, mais avec des frais là, très abordables. Dans le fond, la Maison des Jeunes, c'est un peu un endroit pour donner un répit, pour aider les jeunes qui, peut-être, qui ont envie d'être un petit peu plus,
d'avoir un endroit plus safe où est-ce qu'ils vont se sentir bien, c'est ça? Oui, tout à fait. Dans le fond, c'est pour tous les jeunes là, qui souhaitent avoir un lieu sécuritaire qui est encadré, où ils peuvent échanger, venir chercher des conseils ou de l'aide là, auprès des intervenants, et ils puissent aussi socialiser là, entre eux. Donc, tous les jeunes là, qui ne veulent pas rester dehors, qui ne veulent pas être tout seuls à la maison en revenant de l'école. Donc, c'est pas mal ça. Vous êtes ouvert 4 jours semaine présentement. Puis, combien de jeunes viennent vous voir présentement? Parce que là, je sais que vous m'avez confié hors onde que les secondaires 1 sont présentement pas à la polyvalente. On est dans une école primaire à Carignan. Et c'est justement en secondaire 1 que vous venez chercher les jeunes. C'est quoi cette transition-là? Comment ça se passe pour vous maintenant? Bien, un peu comme vous dites, on se base beaucoup sur la transition primaire-secondaire, ce qui fait que les jeunes viennent chercher un milieu qui est un peu plus sécurisant et moins anxiogène là, avec la Maison des jeunes pour passer vraiment du primaire au secondaire, ce qui fait que généralement, on a beaucoup plus de secondaire 1. Puis ben, après ça, quand on réussit à les accrocher, ils restent tout le long là, de leurs années au secondaire. Et là, présentement, le fait que les secondaires 1 ne soient pas à Chambly, c'est sûr que cette année, ça a été une année extrêmement difficile pour nous. Parce que c'est une année qui s'est comme suivie aussi avec les répercussions de la COVID. Donc, ça fait qu'on a beaucoup moins de jeunes qu'on en avait auparavant. Puis, quand je dis beaucoup moins, là, on a un jeune ou deux là, sur l'heure du dîner. Il y a des dîners qu'on n'a personne. Les soirs après l'école, un peu le même principe, 1-2 jeunes. Aux activités du vendredi, généralement, on va avoir à peu près 4-5 jeunes. Comparativement à avant, où les vendredis soirs, on en avait 20. Les soirs après l'école, avec l'aide aux devoirs, là, on était à peu près entre 10 et 15. Puis pendant les dîners, on était à plus de 30. Donc, on attend impatiemment la nouvelle rentrée scolaire là, pour refaire un peu notre place et notre réputation là, à ce niveau-là là, pour les jeunes. Mais avec l'espace d'un nouveau local, ça va être parfait. Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie de vous impliquer dans une maison des jeunes? La Maison des jeunes a une mission qui est très, comment je dirais, un peu familiale auprès des jeunes. Donc, on est comme les grands frères, les grandes sœurs de ces jeunes-là. Puis ce qui a fait en sorte que moi, j'ai voulu m'impliquer à ce niveau-là, c'est que si dans mon adolescence, si j'aurais su que les maisons de jeunes existaient puis que j'aurais eu des intervenants comme nous ici au quotidien, bien, j'aurais probablement eu une adolescence un peu plus facile. Donc, je trouve ça important de pouvoir accompagner ces jeunes-là et de voir aussi l'impact qu'on a sur eux, sur les jeunes adultes qui deviennent donc dans l'avenir et tout ça. Donc, je trouve ça super important comme mission. Puis, qu'est-ce que vous aimeriez dire à un jeune qui hésiterait à venir vous voir présentement? Il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas être gêné. Ici, il n'y a pas de rejet, il n'y a pas d'intimidation, il n'y a pas de jugement. Tout le monde est le bienvenu. Puis, on est une équipe qui est le fun. On aime ça, avoir du fun avec les jeunes. Donc, il ne faut pas hésiter, il faut venir nous voir. Puis, par la suite, on continue à venir, on participe aux activités, puis on a du fun tous ensemble. C'est comme une deuxième famille. Merci beaucoup, Mme Levac-Cormier, pour cette belle visite de vos locaux. Puis, on vous souhaite la meilleure chance pour la nouvelle année scolaire. Merci beaucoup. C'est ce qui conclut notre émission. Merci d'avoir été à l'écoute. On se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode du Régional.